Donc, c'est une formule voilà, un petit peu innovante. C'est une tribune sur votre travail parlementaire. Nathalie, tu es l'auteur d'un rapport à l'échelle européenne sur la pénurie des médicaments. Et toi, Sonia, tu as été présidente de la commission d'enquête sénatoriale. Et donc, vous avez mené ce combat chacune de votre côté, mais aussi ensemble. Nathalie, est-ce que la pénurie de médicaments est avant tout un problème européen? Et comment est-ce que l'échelle européenne met en exergue cette thématique? Oui, alors effectivement, les pénuries de médicaments ce n'est pas un problème franco-français, c'est un problème européen. Alors, ça n'est pas un problème nouveau. Les pénuries ont été multipliées par 20 en 20 ans. C'est un problème qui est bien connu des professionnels de santé, dû à plusieurs facteurs, mais déjà facteurs d'ordre structurel. C'est-à-dire que nous avons délocalisé de manière très conséquente la production de substances actives. Les substances actives sont les matières premières. 80 à 85% de ces substances actives sont aujourd'hui produites en Chine et en Inde. Et 45% des médicaments finis qui sont commercialisés en Europe sont produits hors Union européenne. Donc, forcément, à partir du moment où vous êtes dépendant de pays, dès lors que vous avez une restriction aux exportations, ce qu'on a vu d'ailleurs pour le paracétamol pendant la crise du Covid, nous avons pour certaines molécules, nous avons très peu de fournisseurs, 2 ou 3 en Asie. Donc, dès que vous avez un aléa de production ou que ces pays décident tout d'un coup de freiner les exportations, vous vous retrouvez avec évidemment des ruptures d'approvisionnement et des pénuries de médicaments. Deuxième problème structurel également, la compression des prix. Pourquoi voulez-vous qu'un industriel vende à 1 euro un médicament dans certains pays alors qu'il peut le vendre bien plus cher ailleurs? Et donc nous souffrons d'attractivité en Europe à cause de cette compression des prix. Et puis problème conjoncturel, je le disais, aléas de production que vous pouvez avoir sur certaines chaînes de production de médicaments. Et donc, forcément, vous vous retrouvez dans des situations compliquées lorsque vous avez cumulé épidémie de Covid, bronchiolite, grippe en Europe. Sonia, Nathalie nous a évoqué un peu la concurrence dans la fourniture des molécules. Est-ce qu'à l'échelle française, il y a un problème franco-français, selon toi, ou pas? Oui, d'abord, les chiffres en France sont particulièrement cruels. On est passé en 2018, la première mission sénatoriale sur les pénuries de médicaments, il y avait 700 médicaments en rupture. Là, on est à près de 3000, selon la NSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, ce qui signifie quand même que, et par rapport à 2020, on a une augmentation de 50%. Donc, ça signifie que depuis la Covid, même si des mesures ont été prises, elles n'ont pas eu l'efficacité attendue, parce qu'en réalité, un certain nombre de sujets dépendant à la fois de l'Europe, et puis en France, il y a un certain nombre de sujets à traiter, comme les questions de pilotage, la question du prix du médicament, qui est quand même une question certes européenne, mais franco-française, c'est-à-dire que les frontaliers le savent bien. Quand on habite près de la Belgique ou quand on habite près de l'Allemagne, eh bien, on trouve les médicaments de l'autre côté de la frontière qu'on ne trouve pas dans son département, parce que la France, avec sa politique de projet de loi de finances de la sécurité sociale qui écrète régulièrement tous les ans la ligne du médicament, la ligne de prise budgétaire prévue pour le médicament, eh bien on se retrouve à un stade où, là où on en est, avec des médicaments innovants dont le prix explose. Alors, il y a des médicaments, c'est près d'1 million pour certaines maladies orphelines, c'est 1 million le coût du traitement par an. Donc à un moment, l'enveloppe, elle est consommée et on ne peut pas arriver en dessous du prix de fabrication pour le remboursement du médicament mature, les médicaments classiques. Ce n'est pas parce qu'ils me sont matures qu'ils ne sont pas utiles. Et c'est vraiment ça le sujet. D'ailleurs, le paracétamol a été un exemple cruel, mais l'amoxicilline aussi, qui est l'antibiotique type et probablement le plus utilisé, le plus efficace sur le plus grand nombre de bactéries. Eh bien, on voit bien que ces médicaments matures pâtissent via un prix extrêmement bas. Ils sont remboursés moins cher que le prix de production. Donc les laboratoires, c'est pas compliqué. Ils réfléchissent à distribuer leurs médicaments dans la région monde, parce qu'ils ont séparé le monde en plusieurs régions. Et ben dans le monde, ils réfléchissent à distribuer là où finalement le médicament est mieux remboursé, est mieux pris en compte et vendu plus cher.
Donc le problème franco-français, c'est que cette fameuse, ce fonctionnement avec l'ONDAM, l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie, ce projet de loi de finances de la sécurité sociale tous les ans avec la ligne médicaments qui a une limite, voilà, pour le médicament qu'on accepte, qui est une limite qui n'est pas sanitaire, d'objectif sanitaire, qui est une limite budgétaire. C'est pour arriver dans les limites financières que peut assumer la sécurité sociale. Et bien du coup, le médicament n'est pas au prix de son utilité, et il est au prix de ce qu'on peut le payer et le rembourser. Et donc on a un vrai sujet de ce point de vue, et ça aussi, ça fait partie des questions qu'il faut qu'on traite. Merci Sonia. Nathalie. Juste un mot sur les prix. On voit très bien d'ailleurs que l'Allemagne a pris conscience de cela et a augmenté le prix de ces médicaments pour justement pallier ces difficultés d'approvisionnement. Sur cet enjeu, que fait l'Europe ? Alors l'Europe, je rappelle tout de même que la santé n'est pas au départ une compétence européenne, une compétence nationale, et l'Europe a une compétence d'appui. On a vu avec la crise sanitaire combien l'Europe pouvait être efficace avec notamment les commandes de vaccins. Et on a vu que l'Europe avait vraiment un rôle à jouer. Alors, moi, j'ai mis en exergue pas mal de pistes de réflexion qui sont aujourd'hui reprises par la Commission européenne. Nous sommes en train de discuter de la prochaine législation pharmaceutique. De la même manière, la présidence espagnole du Conseil fait de la santé un de ses axes prioritaires. Alors, il faut évidemment, moi je vais donner 5 pistes, mais je pense que Sonia complétera, relocaliser bien sûr. Alors, relocaliser, c'est facile à dire, mais lorsqu'on parle de relocalisation, ce n'est pas un maillon de la chaîne, c'est la totalité de la chaîne. Parce que si vous faites du conditionnement, mais que vous n'avez pas la substance active, ça ne sert à rien. Donc, il faut vraiment relocaliser l'intégralité de la chaîne. Et pour ça, eh bien, il faut mettre en place des incitations fiscales, incitations financières, déroger aux règles concernant les aides d'État, comme cela a été fait pendant la crise du Covid. Donc, tout ça est en cours de réflexion. Il faut quand même savoir que, par exemple, je vais vous donner quelques chiffres, en recherche et développement, il y a 20 ans, les États-Unis mettaient 2 milliards de plus que l'Europe. Aujourd'hui, c'est 25 milliards. 25 milliards. La part de l'Europe dans les investissements mondiaux en recherche et développement est passée en 10 ans de 40 à 30%, la Chine de 1 à 10%, les États-Unis de 40 à 50%. Je veux dire, on est en perte de vitesse. Donc, il faut des incitations fiscales et financières. Il faut également une régulation européenne, et c'est ce que l'on disait avec Sonia. Il faut que les agences européennes jouent ce rôle de régulateur au niveau des industriels et de la gestion des stocks, mais aussi au niveau des États membres, puisque vous avez certains États qui vont surstocker certains médicaments pendant que d'autres sont en situation de pénurie. Donc, créer cette pharmacie européenne dont on a beaucoup parlé. D'ailleurs, c'était quand j'ai été rapporteur sur les pénuries, j'avais interviewé Sonia et on parlait beaucoup de la nécessité de mettre en place cette réserve européenne de médicaments essentiels. C'est en train de se faire, un peu sur le même modèle que la protection civile. Davantage également de flexibilité au niveau européen et de réactivité. Aujourd'hui, une autorisation de mise sur le marché en Europe prend 2 fois plus de temps qu'aux États-Unis. 2 fois plus de temps. Voilà. Et puis sur les médicaments matures qui n'offrent plus de rentabilité pour les industriels, eh bien réfléchissons peut-être aussi à des établissements pharmaceutiques à but non lucratif qui seraient capables de produire ces médicaments qui ne sont plus rentables pour les industriels parce que très anciens. Cela se fait au niveau des armées, pharmacies des armées qui produisent des médicaments. Ça se fait aussi pour les pharmacies des hôpitaux privés de Paris. Donc il y a des pistes intéressantes qui sont aujourd'hui mises en avant. Et je crois qu'on va dans le bon sens. En tout cas, ce qui est essentiel, c'est d'avoir plus de coopération, de coordination, d'harmonisation au niveau européen, et puis vraiment mettre le paquet sur la recherche et le développement, mettre le paquet sur la relocalisation de l'intégralité de la chaîne du médicament. Sonia, est-ce qu'à l'échelle française, il y a des spécificités, des mises en place de belles choses ? Sur le plan industriel, il y a une vraie spécificité française, puisqu'on était le premier pays européen il y a une vingtaine d'années en matière de production de médicaments. On est passé au 5e rang. Donc ça fait une quarantaine d'années qu'on a quand même une dégringolade de notre appareil industriel en matière de production médicamenteuse, et singulièrement sur la question chimique, parce que nous avons des normes. Alors la France est toujours très en avance sur ces sujets-là, et donc nous avons des normes environnementales
environnementales et de sécurité qui sont importantes. Alors, on a eu aussi des événements qui font que, industriels assez dramatiques, qui font qu'on a très vite renforcé nos normes. Mais en fait, l'industrie chimique en France, c'est classé Céveso seuil haut. Donc, il n'y a pas une commune qui a envie de récupérer une usine de ce type. On voit bien, c'est quand même compliqué parce que les risques sont réels, mais aussi parce qu'on s'est mis, nous, finalement, en danger vis-à-vis de la production chimique. Et d'ailleurs, les laboratoires qui ont une stratégie économique légitime sont des entreprises, mais qui ont aussi une stratégie financière, puisqu'il y a des actionnaires et qu'il y a donc tout un tas de considérations qui ne relèvent pas du tout du domaine sanitaire dans les stratégies qu'ils mettent en place, et ont décidé de produire ces principes actifs et toute cette chimie à l'extérieur et loin à l'extérieur, là où il n'y a pas de contraintes environnementales et il n'y a pas de, de contraintes sociales. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Et donc nous, on doit, la France, avoir une vraie stratégie de réindustrialisation et singulièrement dans la chimie. Et d'ailleurs, c'est ce qui se remet en place petit à petit. Et si on parle innovation, parce qu'on parle beaucoup innovation, médicaments innovants, etc., c'est dans la fabrication qu'on peut surtout jouer l'innovation. Parce que plus on innove, plus on est capable de fabriquer mieux dans des conditions de plus grande sécurité. Et là, clairement, on peut considérer que l'ingénierie, l'intelligence française, elle est parfaitement capable de répondre à ce défi et de réindustrialiser en matière d'industrie chimique avec des méthodes plus innovantes et plus sécurisantes. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se produire pour un certain nombre de principes actifs. Et puis, Nathalie parlait de toute la chaîne du médicament, parce qu'on a fait beaucoup d'effets d'annonce. On sait mettre en gélule et en capsule, on sait mettre dans les boîtes, on sait mettre la notice, mais le sujet, c'est quand même de fabriquer le produit de base, donc c'est le principe actif et les excipients, parce qu'on reste de toute façon très dépendant de l'étranger, avec en plus une stratégie, au moment où on a désindustrialisé, qui n'a pas été dans l'anticipation. On a fait face à des monopoles industriels de fabrication. Et rien n'est pire que d'avoir un monopole industriel de fabrication sur un principe actif, parce que si l'usine a une problématique sanitaire ou industrielle quelconque, ou comme ça s'est passé pendant la Covid, eh bien, il n'y a plus personne qui produit. Et donc, il y a un certain nombre de médicaments comme ça qui sont essentiels. Moi, je pense par exemple aux héparines porcines. Eh bien, elles sont essentiellement fabriquées en Chine, et il suffit qu'il y ait une grippe porcine, et puis voilà, on n'a plus de stock d'héparines. Alors, on sait très bien que c'est absolument essentiel d'en avoir. Et donc, on n'a pas eu de stratégie de toute façon mondiale. Et donc, à défaut, faisons-la de façon européenne pour pouvoir diversifier les sources d'accès aux principes actifs et aux produits chimiques, et ne pas dépendre que de monopoles qui, en outre, nous mettent souvent dans des situations très inconfortables. Et puis les laboratoires jouent après la concurrence sur le prix. Et là, effectivement, nous, on y va avec des semelles de plomb. Et la France est la dernière roue du carrosse pour être fournie. Puis je vais juste faire un petit point sur la France. C'est que la France, on a un problème de pilote dans l'avion. C'est-à-dire que sur la question du médicament, il y a ceux qui s'occupent du prix du médicament, il y a ceux qui s'occupent de la sécurité, il y a ceux qui s'occupent des effets secondaires. Il y a le ministère qui, là-dedans, donne de temps en temps son avis ou fait des effets d'annonce sur des listes, d'ailleurs erratiques, on ne voit toujours pas venir. Et puis, il y a aussi l'industrie, le ministère de l'Industrie, qui sort aussi ses propres listes de médicaments en disant on va réindustrialiser. Il y a le France 2030 qui fait ses annonces. Et donc, on a quand même un problème de pilotage. Et il me semble qu'il est temps de remettre l'église au milieu du village, pour prendre cette expression très ancienne à la française qui peut peut-être parfois choquer, mais en tout cas qui est quand même bien légitime. Il faut quand même, à un moment ou à un autre, qu'il y ait un pilote et que le médicament obéisse à une stratégie sanitaire et pas qu'à une stratégie budgétaire et financière. Merci beaucoup à toutes les deux. Oui, simplement, on a beaucoup parlé effectivement au niveau français de la réindustrialisation, mais finalement, on parle toujours très peu du médicament. Et cette liste, effectivement, complètement erratique et sur laquelle on a encore beaucoup d'attentes. Voilà. Bernard, et après Guy Lefranc, qui est à Évreux, accueille beaucoup d'industries également. Bernard Leroy, ancien député, président de la communauté de l'agglomération Louviers-Val-de-Reuil. Merci à tous. J'aurais été ravi de rétablir la parité parce que
Non, non, le débat est passionnant. On voit bien les enjeux européens. Hein, Sonia, bravo. Nathalie, pardon. On voit au niveau européen, c'est une compétence d'appui, c'est pas la souveraineté est nationale, c'est clair. Mais il y a des progrès à faire parce qu'on a des grands groupes européens dans le domaine pharmaceutique, Sanofi, GSK, Hoffmann-La Roche, etc. et autres. Il y a les enjeux au niveau national, bien sûr. Et là, on voit au niveau de la politique des prix, il y avait des choses qui étaient extraordinaires qui étaient en place il y a maintenant 25 ans, 30 ans, etc., qui ont été complètement démantelées. C'était à l'époque, on fixait le prix d'un nouveau médicament en fonction de l'investissement industriel qui était fait par le groupe. Et c'est pour ça que j'ai commencé ma vie dans l'industrie pharmaceutique chez Upjohn, groupe américain, qui a décidé d'ouvrir une unité de production en France en négociant l'arrivée de la lincocine, du Solumédrol, etc., et en obtenant des bons prix parce qu'ils investissaient massivement. Ça a été la même chose avec, plus tard, Johnson et les laboratoires Janssen. Cette politique qui a été pilotée à la fois par le ministère de l'Industrie, à la fois par les Finances et à la fois par le ministère de la Santé, c'est terminé. Donc, moralité, le ministère de la Santé, tous les gens, enfin bref, la Sécu, on essaie de raboter les prix, etc. Il n'y a plus du tout de stratégie industrielle au niveau national. Alors, il n'y en a plus au niveau national, mais il y en a une au niveau régional, grâce à Hervé. Et donc, effectivement, la Normandie s'est positionnée, et on a vu l'évolution très significative ces 20 dernières années, comme une des 3 régions de l'industrie pharmaceutique en France. On était, il y a 40 ans, la 8e, et on est maintenant dans les 3 premiers. Il y a bien sûr l'Île-de-France, il y a la région Rhône-Alpes, et puis il y a la Normandie. Donc, bravo à cette vision. Et il y a après, il y a le niveau local. Et il y a des élus locaux ici, des présidents d'agglomérations, de communes, de communautés de communes. Et on voit qu'on a un rôle, nous, à jouer très important dans la création d'écosystèmes locaux. Sur notre territoire, effectivement, on a mis en place des pharmaparks, on a réussi à attirer des grandes entreprises, à les aider à se développer localement. Et pourquoi ils se sont développés localement? Parce qu'on a mis en place, on a attiré des fournisseurs, des sous-traitants, des prestataires de services, etc., liés à l'industrie pharmaceutique. Sur le secteur de Louviers, Val-de-Reuil, le Vaudreuil, depuis qu'on s'en occupe un certain nombre d'années, on est passé de 2000 emplois dans l'industrie pharmaceutique à 10 000 emplois. D'accord? Et donc tout ça en rendant confiance aux groupes qui sont sur place, en disant vous pouvez investir chez nous. Sanofi investit 200 millions d'euros. Fresenius est en train d'investir 40 millions d'euros. Merck Sharp & Dohme à Égoville investit 40 millions d'euros, etc., etc. Tout ça en Normandie, tout ça chez nous, etc. Il y a 2 ou 3 sujets puisque on me laisse la parole. Merci encore Thomas, merci Hervé, merci Nathalie, merci Sonia. On a aussi quand même des belles ETI. On a des entreprises de taille moyenne qui sont dans le domaine de la production des médicaments et des principes actifs, des très bons, des très très bons. Le groupe Fareva, qui est implanté à Val-de-Reuil, c'est là où j'ai démarré et on était ensemble avec Bernard Fraisse. C'est un type dont on ne parle jamais dans les journaux, qui a démarré il y a 20 ans en rachetant des laboratoires qui se fermaient, qui a investi et qui a développé. Et aujourd'hui, il est à la tête d'une petite ETI qui fait 40 lieux de production en Europe, qui fait 2 milliards de chiffre d'affaires, qui investit 100 millions tous les ans, et notamment dans la production de principes actifs sur des corticostéroïdes, etc. Donc ça, on a ça. Et puis, on a une autre pépite au niveau régional qui est en train d'éclore, c'est EuroAPI à Saint-Aubin-les-Elbeuf. EuroAPI, c'est quoi? Parce que le site de Saint-Aubin-les-Elbeuf, il fabrique des vitamines B12. On y était ensemble, Hervé, tu te souviens, au début du projet, et c'était une filiale de Sanofi qui produisait des principes actifs. La B12 plus tous les médicaments de la filière, puisque c'est une source. Voilà, exactement. Eh bien, à l'époque, très beau site industriel, technologie, seule unité en Europe à fabriquer de la B12, eh bien, elle fonctionnait à demi-régime. Pourquoi? Parce que les concurrents ne venaient pas acheter les cellules sources, enfin les molécules de source, chez Sanofi, chez un concurrent. Et donc, Sanofi a eu l'idée, et c'était tout le travail, de faire une spin-off et de dire on va sortir du giron Sanofi nos 6 usines
de production de principes actifs en Europe, dont 2 en France, dont 1 en Normandie. Et depuis ce moment-là, EuroAPI se développe. Maintenant, c'est une société indépendante, double ses capacités de production. Et puis, en venant ici tout à l'heure, on s'est aperçu qu'on pouvait faire des choses au niveau régional vachement sympa. Qu'est-ce qu'ils ont besoin pour faire de la B12 ? Ils ont besoin du carbonate de calcium, qu'ils achètent hors de prix, très loin, etc. Et puis, il se trouve qu'il y a ici, je crois, une entreprise qui est en train de se développer autour de Bayeux, qui a un projet de récupérer les coquilles de Saint-Jacques pour récupérer le calcium. Les coquilles Saint-Jacques, c'est 99,5% de carbonate de calcium, C1, CO3, etc. Et donc, on peut utiliser une grande partie pour Sonia, EuroAPI. Et je crois que c'est un sujet sur lequel vous travaillez. J'ai été un peu long, mais c'est un sujet passionnant. Et d'autant plus passionnant, les grands enjeux mondiaux, c'est vrai, sur la santé, vieillissement de la population. Quand on vieillit, on ne veut pas souffrir, on veut, etc. On consomme de plus en plus de médicaments. C'est dramatique de voir passer les trains et que d'autres continents s'en emparent, alors que c'est nous qui vieillissons le plus, presque. Enfin bref, donc il y a vraiment un vrai enjeu au niveau européen pour ressouder un peu les wagons et faire du travail. Pardon ? Merci Bernard. Sonia, oui. Tu voulais réagir ? Oui. Juste pour rebondir, c'est que l'innovation en matière de production, c'est ça, c'est ce dont il vient de parler. Et je pense que vraiment, on a intérêt à jouer l'innovation là-dessus et pas que sur les nouveaux produits. Parce que là, il y a une explosion en ce moment, mais tout le monde se met sur le coup. Il y a des startups partout. Big Pharma rachète les startups et puis produit derrière. Et donc, vraiment, on voit bien qu'on est dans un moment de rupture qualitative dans le traitement de certains cancers ou des maladies rares. Mais l'innovation en matière de production, ça, c'est un grand enjeu. Parce que produire à la française avec plus de sécurité, ça, je pense que vraiment, et sur des circuits courts et avec des nouveaux process, ça c'est vraiment un enjeu. Et puis aussi rebondir sur la question du prix, parce que dans ce qui vient d'être dit là, tout est dans le tout avec cette question du prix et de ce qu'on accepte de mettre comme sous, parce que je vais le dire de façon triviale, pour la santé, donc pour le médicament en France, c'est que les hôpitaux publics font des appels d'offres. C'est le gros de la consommation de médicaments en France, ça vient des hôpitaux via des appels d'offres. Et on tire les prix vers le bas. Et justement, ce qui s'est passé avec EuroAPI se passe avec EuroAPI près de Lyon, où on est en pénurie de corticoïdes. Et les principes actifs des corticoïdes, on est allé visiter l'usine, des corticoïdes sont fabriqués par EuroAPI près de Lyon, mais ils sont en sous-production, parce que la commande n'est pas faite auprès d'eux, parce que les laboratoires trouvent que ça coûte trop cher, donc ils prennent ailleurs pour pouvoir répondre aux appels d'offres hospitaliers. Donc on voit bien que la politique de médicaments en France, c'est déjà une question globale qu'il faut qu'on règle avec des traitements à la française. Guy Lefranc, rejoins-nous. Guy Lefranc, maire d'Évreux, vice-président de la région Normandie et professionnel de santé. Merci. Merci pour ce débat passionnant. Alors peut-être juste pour que vous ayez bien conscience de la manière dont nous, les médecins, aujourd'hui, on traite les patients. On ne soigne plus un patient en fonction de ses besoins. On soigne un patient en fonction des médicaments dont nous disposons. Quand je travaillais en Afrique, quand je travaillais dans les camps de réfugiés en Bosnie, on travaillait de la même façon. C'est-à-dire, on disait, tiens, aujourd'hui, tu as tel médicament, celui-là, il va peut-être marcher, on le donne. Et aujourd'hui, en France, on en est là. Aujourd'hui, on n'a plus de cortisone, ou quasiment plus, on est en rupture régulière, on n'a plus d'augmentin, qui est quand même un antibiotique majeur. Depuis quelques jours, je ne sais pas si vous le savez, on n'a plus de métronidazole. Métronidazole, c'est le Flagyl, c'est un antibiotique spécialisé sur certaines bactéries, notamment sur des infections digestives ou autres. Le sujet, c'est quoi ? C'est qu'on traite aujourd'hui comme on peut, mais on ne traite plus comme on devrait. Alors, moi, je vous fais une proposition, mesdames, c'est quand est-ce que vous allez enfin nous rétablir, je parle au niveau national, la fongibilité des enveloppes. Aujourd'hui, on ne prend plus d'argent pour avoir le métronidazole. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir des abcès et des péritonites. Au lieu de dépenser 10 € pour une boîte de métronidazole, on va hospitaliser un patient, l'opérer et lui faire courir des pertes de chance majeures. Alors, je sais bien qu'il y en a qui sont contents parce que comme ça, il n'y aura pas de retraite à payer, mais sérieusement, aujourd'hui, on va dépenser des dizaines de milliers d'euros pour traiter un patient qui aura une péritonite parce qu'on n'aura pas voulu dépenser 10 € pour une boîte de Flagyl. C'est ça la réalité. L'autre sujet, je prends juste un exemple, je vais être beaucoup plus court que Bernard parce que tu as déjà tout dit.
le scandale de l'hépatite C, quand même. On a aujourd'hui un médicament pour guérir l'hépatite C. On en donne quelques... On a décidé en France de payer quelques traitements de l'hépatite C. Un nombre limité. Pourquoi? Parce que ça coûte cher et qu'il n'y a plus d'argent sur la ligne médicaments. Mais à côté, il y a une ligne hôpital. À côté, on préfère traiter des patients toute leur vie pour l'hépatite C. On préfère leur faire des greffes de foie parce que ce n'est pas la même enveloppe budgétaire que le traitement définitif qui guérit. Ça, c'est l'aberration française. Donc, mais si vous pouviez enfin nous obtenir une fongibilité des enveloppes, qu'on se dise le traitement de l'hépatite C, ce n'est pas le problème de savoir si c'est sur la ligne médicaments ou sur la ligne hôpital, mais c'est le traitement de l'hépatite C, on prend le meilleur, celui qui au bout du compte coûte le moins cher. Et c'est la même chose sur les médicaments. Et puis deuxième chose, j'en avais parlé dans une autre vie quand je travaillais avec Bruno Le Maire à l'époque où il se voyait président de la République, et on avait vendu le principe, il le sera peut-être un jour, mais bah, hein, mais oui, c'est ça, voilà, on est sur des cycles perpétuels. Sérieusement, on avait vendu l'idée que la santé était un sujet géostratégique. Eh bien, ça ne l'est pas. Non, je suis désolé, ça ne l'est pas en France. Si ça l'était, on aurait des stocks de médicaments, on aurait tout ça. On devrait avoir, comme pour l'énergie ou pour l'eau, ça devrait être une priorité. Le président de la République, il déroge à tous les principes. Il déroge à la loi quand ça l'arrange, sur le Covid, sur les émeutes, sur tout ça. Eh bien, je suis désolé, mais il faut déroger. Il faut faire une exception sur la santé, parce que c'est un sujet géostratégique. On voit que c'est la guerre partout aujourd'hui. Quand on va être en guerre, quand les Chinois ou les Indiens, puisque effectivement c'est le sujet, vont décider de nous bloquer, on n'aura plus un médicament. Et donc, la France sera foutue. C'est pire que la guerre informatique, la guerre sanitaire. Et tout le monde, pardon, mais j'allais dire tout le monde s'en fout. Pardon, non, vous prenez le sujet à bras-le-corps, mais nos brillants dirigeants, aujourd'hui, ils ne le prennent pas à bras-le-corps. Et ça, c'est un sujet. Donc, fongibilité des enveloppes pour enfin avoir une vision globale, avoir une vision politique des choses, retirer le pouvoir, parce qu'aujourd'hui, ce sont les fonctionnaires qui ont le pouvoir, que ce soit en France ou en Europe. Voilà. Oui, les autorités indépendantes, elles sont tellement indépendantes qu'elles ne font plus le boulot. Donc, redonnons du pouvoir aux politiques. Je pense que ça ne fera pas de mal aux uns et aux autres. Et faisons de la santé une priorité géostratégique majeure. Merci. Merci beaucoup Guy Lefranc, merci Nathalie Colin-Osterlé, députée européenne, et Sonia de la Provoté, sénatrice du Calvados.